Il existe, dans chaque guerre, des héros dont l'histoire n'est jamais racontée. Des noms qui n'apparaissent pas sur les monuments, qui ne figurent pas sur les statues, et qui pourtant changent le cours de l'histoire plus profondément que n'importe quel général ou a de l'aviation. Mais rares sont les histoires aussi improbables, aussi discrètes et aussi puissantes que celle d'une femme que personne n'attendait, armée non pas d'un fusil, mais d'une simple rondelle métallique. Une pièce de 50 centimes, à peine plus large qu'une pièce de monnaie ordinaire. Cette femme s'appelait Evelyn Whitcomb, et le monde n'a jamais su son nom. Pas encore. L'année était 1940. La Grande-Bretagne était seule. Derrière elle, la Manche, mince barrière d'eau entre la liberté et la tyrannie. Devant elle, l'avancée implacable de la Luftwaffe, qui réduisait en cendres tout ce qui se dressait sur son passage. La bataille d'Angleterre commençait. Les Spitfire, bijoux de technologie aéronautique britannique, étaient la fière réponse du pays au Messerschmitt Bf-109, la machine de guerre allemande la plus redoutée. Mais il y avait un problème. Un problème si petit, si insignifiant, qu'il ne semblait pas mériter l'attention des ingénieurs, jusqu'à ce qu'il devienne mortel. Le moteur Merlin du Spitfire, puissant mais capricieux, possédait un défaut structurel catastrophique. Lorsque l'avion plongeait brusquement, le moteur calait. Un arrêt complet, brutal, fatal. Pour un pilote en plein combat, cela signifiait une mort presque certaine. Et les Allemands, eux, n'avaient pas ce problème. Leur Bf-109, équipé d'injections directes, pouvait piquer, remonter, tourner à pleine puissance sans jamais perdre une goutte de carburant. En quelques semaines, la RAF perdit des dizaines de pilotes, non pas parce qu'ils étaient moins bons, mais parce que leur moteur les abandonnait au pire moment. Les ingénieurs travaillaient nuit et jour. Les officiers criaient. Les pilotes mouraient. Et personne ne comprenait comment résoudre le problème. Jusqu'à ce qu'une femme, assise à une table de laboratoire sans fenêtre, dise simplement « Et si on arrêtait d'essayer de tout refaire et qu'on ajoutait simplement quelque chose ?» Evelyn était une de ces personnes qu'on ne remarque pas. Petite, discrète, toujours vêtue de la même blouse grise, elle passait ses journées dans un laboratoire de l'usine de carburateurs de la RAF à Coventry. Elle n'avait pas de diplôme prestigieux, pas de titre militaire, pas de réseau influx. Mais elle avait quelque chose de plus rare. Elle observait ce que tout le monde ignorait. Depuis des semaines, elle étudiait les schémas du carburateur SU du moteur Merlin. Elle était fascinée par une question. Pourquoi un moteur aussi brillant fonctionnait-il aussi mal en piqué? Elle écoutait les pilotes raconter les mêmes histoires, encore et encore. Le moteur tousse, puis meurt. Impossible de récupérer. Les Messerschmitt plongent sur nous, et si on tente de suivre, on tombe du ciel. On se bat avec des mains attachées. Elle voyait la colère dans leurs yeux, la frustration, et surtout, le désespoir. Elle savait qu'ils n'avaient pas besoin d'un nouveau moteur. Ils avaient besoin d'un moteur qui obéissait, même dans la poussière du chaos. Alors elle continua d'observer, de démonter, de mesurer, encore et encore, jusqu'à l'épuisement. Un soir, alors que la plupart des ingénieurs étaient rentrés chez eux, Evelyn regardait le carburateur sur la table. Les pièces brillaient sous la lumière faible. Le métal semblait protester silencieusement contre l'idée même d'être encore démonté. Elle ferma les yeux. Et quelque chose, une évidence, une intuition presque enfantine, jaillit. Le carburateur ne tombait pas en panne. Il faisait exactement ce pourquoi il avait été conçu. Le vrai problème n'était pas mécanique. Il était physique. Lorsque l'avion plongeait, le carburant se déplaçait brusquement dans la cuve. La pression changeait. Le débit se déséquilibrait. Et le moteur mourait. Elle rouvrit les yeux. Regarda de nouveau la pièce. Puis elle dit tout haut. Il faut limiter le flux. Quelque chose qui ralentit le carburant juste assez, mais pas trop. Elle fouilla dans un tiroir. Rien. Dans un autre. Toujours rien. Puis elle trouva une petite rondelle métallique, épaisse, avec un trou parfaitement centré. Une rondelle. Simple. Grossière. Sans importance. Mais si elle était placée au bon endroit, le carburant ne se déverserait plus d'un coup. Le moteur ne se noierait plus. Et le Spitfire pourrait plonger. Elle resta immobile longtemps. Puis murmura. Peut-être que ça suffit. Le matin suivant, elle présenta la rondelle à son supérieur, le docteur Harold Kent.
Il la regarda comme si elle avait apporté un jouet d'enfant. « Miss Whitcomb, vous proposez de résoudre le problème le plus critique de la RAF avec une rondelle métallique. Pas n'importe laquelle, monsieur. Une rondelle calibrée, insérée dans le conduit de... Cela n'a aucun sens. Le moteur a besoin d'un débit précis. Ce que vous proposez va l'étouffer encore plus. Non. Cela va seulement ralentir la fluctuation du flux en piqué. » Il se pinça l'arête du nez, exaspéré. Deux ingénieurs dans la salle rirent doucement. « Miss Whitcomb, nous cherchons une solution sérieuse. Pas ceci. » Mais Evelyn ne bougea pas. « Testez-la. Une minute seulement. Si elle ne fonctionne pas, je n'en parlerai plus jamais. » Kent soupira profondément. Puis, à contre-cœur. « Très bien. Une minute. Et après cela, retournez à vos relevés. » Il ne croyait pas un seul mot. Dans le hangar d'essai, les mécaniciens installèrent la rondelle, juste pour la forme, comme il disait. Personne n'y croyait. La plupart murmuraient que c'était une perte de temps. Le pilote d'essai, le capitaine Ronald Wright, monta dans le Spitfire. Il n'avait jamais entendu parler d'Evelyn. Il ne savait même pas que la pièce avait été testée. Pour lui, ce n'était qu'un vol supplémentaire, sans importance. Le moteur Merlin rugit. Le Spitfire décolla. Evelyn, piétinant au sol, regardait le ciel comme si sa vie en dépendait. L'avion monta, tourna, fit une boucle, puis plongea. 1 seconde. 2. 3. Elle retint son souffle. Le moteur continua de hurler. Fluide. Stable. Il ne calait pas. Il ne faiblissait pas. Il obéissait. Le capitaine Wright sortit du piquet et cria dans la radio, incrédule. Le moteur tient. Le moteur tient en piqué. Qui a changé le carburateur? Evelyn ferma les yeux, submergée par une vague d'émotions. Soulagement, fierté, stupeur. Elle venait de rendre au Spitfire l'arme qui lui manquait, la liberté de mouvement. Lorsque Wright atterrit, il sauta de l'appareil et demanda immédiatement. Qui a modifié le système? Le docteur Kent bégayait. Les ingénieurs se regardaient, confus. Puis Evelyn, toute petite derrière les autres, leva la main. Wright la fixa. Une femme. Une rondelle. Un miracle. Vous avez fait ça? Ce n'était qu'une hypothèse, capitaine. Eh bien, votre hypothèse vient de sauver ma vie. Le silence tomba. Le docteur Kent reprit ses esprits et demanda. Nous devons valider les résultats. On refera des tests. Beaucoup de tests. Mais Wright trancha. Vous pouvez en faire 10 000 si vous voulez. Je vous dis que ça marche. Et si vous voulez sauver vos pilotes, installez cette rondelle sur chaque Spitfire de la RAF. Un silence glacial suivit. Puis les officiels commencèrent à s'agiter. La rondelle de 50 centimes venait de devenir un secret militaire. Dans les semaines suivantes, un ordre ultra-confidentiel fut envoyé aux usines, installer la modification Whitcomb sur tous les Spitfire opérationnels. Officiellement, la pièce reçut un nom technique, rondelle de régulation de flux modifiée type SU. Officieusement, entre mécaniciens, la rondelle miracle. Les installations se firent de nuit. Dans le silence. Dans l'urgence. En 3 mois, plus de 4800 Spitfire avaient été modifiés. Et les résultats furent immédiats. Les Spitfire pouvaient désormais plonger comme des pierres, remonter en pleine puissance, tourner plus vite que les Bf-109, éviter les attaques mortelles en piqué allemande, reprendre l'avantage tactique. Les pilotes allemands n'en croyaient pas leurs yeux, les Anglais avaient soudain appris à tomber et remonter, comme des démons. Et pendant que les chasseurs britanniques regagnaient le ciel, une femme silencieuse retournait à son bureau. Sans promotion. Sans médaille, sans reconnaissance. Mais elle avait sauvé plus de 2100 pilotes, selon les rapports militaires déclassifiés plus tard. Avec une rondelle. Une rondelle de 50 centimes. La modification Whitcomb, c'est ainsi qu'on la nommait désormais entre quelques ingénieurs initiés, se répandit à travers les bases aériennes britanniques à une vitesse presque irréelle. Mais ce n'était pas uniquement la pièce qui se propageait. C'était la rumeur. Une rumeur étrange.
Une rumeur qui se chuchotait tard la nuit, dans les hangars silencieux et les messes des pilotes sans sommeil. Ils disent que quelqu'un a trouvé la solution. Non, impossible. Le carburateur SU est un cauchemar, personne ne peut résoudre ça. Alors comment expliques-tu que les nouveaux Spitfire plongent comme des rochers et remontent comme des anges? Une légende. Rien de plus. Certains prétendaient que la RAF avait secrètement changé le moteur. D'autres, qu'on expérimentait une sorte d'injection semi-directe clandestine. Et une poignée, plus téméraire, murmurait. On dit que c'est une femme qui a trouvé la solution. À cela, on riait. Jamais méchamment. Mais d'un rire incrédule, comme si l'idée était trop belle pour être vraie. Et pourtant, le premier effet notable arriva lors d'une patrouille au-dessus de la côte de Douvres. Un escadron de Spitfire du 65 Squadron intercepta 8 Bf-109 qui traversaient la Manche. Avant la modification Whitcomb, la manœuvre allemande était toujours la même. Une attaque en piqué brutal, suivie d'une remontée rapide impossible à suivre. Les Spitfire tentaient de répondre et perdaient leur moteur. Les pilotes s'écrasaient dans la mer. Les radios se remplissaient de cris. Et la Luftwaffe s'en allait, intacte. Mais ce jour-là fut différent. Radicalement différent. Le commandant de l'escadron, le flight lieutenant Damien Brox, entama un piqué à pleine vitesse pour poursuivre un Cent-9 en fuite. Son ailier, le sergent Wilcox, hurlait dans la radio. Brox, remonte. Le Merlin va caler. Brox ne répondit pas. Non pas par arrogance, mais parce qu'il sentait quelque chose de nouveau. Quelque chose de différent. Le Spitfire ne toussait pas. Ne s'étouffait pas. Ne perdait pas sa respiration mécanique. Il accélérait. Comme un faucon anglais plongeant sur une proie. Le 109, surpris, tenta une manœuvre d'évasion. Il ne comprenait pas. Les Spitfire ne faisaient jamais ça. Jamais. Brox tira une rafale courte. L'avion allemand explosa en morceaux dans un éclair brutal. Wilcox, abasourdi, dit seulement « Comment est-ce possible ?» Brox répondit, presque en chuchotant. « On nous a donné quelque chose, Wilcox. Je ne sais pas quoi. Mais ça change tout. » L'escadron descendit 3 Messerschmitt en 3 minutes. Une performance quasiment impossible depuis le début de la bataille d'Angleterre. Les analystes au sol observèrent les bandes de caméras et restèrent silencieux longtemps. Ils n'avaient jamais vu les Spitfire plonger ainsi. Jamais. La rondelle Whitcomb devint rapidement un sujet de friction entre les ingénieurs et les hauts gradés. Les premiers voulaient publier des rapports internes, célébrer la découverte, féliciter son auteur. Les seconds n'avaient qu'une peur, que la Luftwaffe découvre le secret. Un officier du renseignement confia à Kent. Si les Allemands capturent un Spitfire modifié, ils comprendront que le problème du carburateur est résolu. Et alors, ils adapteront leur tactique. Il se passa la main sur le front. Nous ne pouvons pas leur donner cette chance. Ce changement doit rester invisible. Alors la RAF décida. Aucune communication officielle. Aucune mention dans les journaux internes. Aucun rapport signé au nom d'Evelyn. Aucune promotion immédiate. La modification serait intégrée discrètement dans les bulletins techniques. Elle porterait un nom froid, impersonnel, bureaucratique. La contribution d'Evelyn serait masquée. Kent, qui avait d'abord méprisé son idée, sentit naître un pincement coupable. Il tenta de plaider pour elle. « Sœur, cette femme mérite au moins un crédit. Une reconnaissance. Quelque chose. » Le commandant répondit, implacable. « Le crédit? Ce sont nos pilotes qui nous importent. Pas les signatures au bas d'un rapport technique. » Puis, plus bas. « Et si ce secret doit sauver l'Angleterre, alors il doit rester un secret. Même d'elle. » En Allemagne, l'état-major de la Luftwaffe commença à remarquer quelque chose d'inquiétant. Les rapports des pilotes de Bf-109 revenaient avec des notes étranges. Les Spitfire suivent nos piquets. Ils plongent désormais à pleine vitesse. Leur moteur ne calme plus. Nous avons perdu l'avantage d'énergie. Les généraux, arrogants, refusèrent d'y croire. Impossible. Le Merlin a un défaut de conception. Les Britanniques sont prisonniers de leurs carburateurs archaïques. Mais les pertes augmentèrent.
Des pilotes allemands expérimentés, certains ayant survécu à des dizaines de combats, étaient soudain abattus par des pilotes britanniques qu'ils auraient dominés quelques semaines plus tôt. Un Allemand, Horst Mayer, rentra à contre-cœur à sa base, furieux. Il avait perdu un duel aérien contre un jeune pilote de la RAF moins expérimenté. Aussitôt arrivé, il claqua son casque au sol et hurla. « Il plonge maintenant. Il plonge comme des damnés. Quelque chose a changé. » Ses supérieurs tentèrent de le raisonner. Lui se contenta de répéter, d'une voix tremblante. « Ce n'est pas normal. » Quelqu'un a trouvé pendant ce temps, dans son laboratoire modeste, Evelyn continuait son travail en silence. Elle ignorait tout du débat stratégique que sa rondelle avait déclenché. Elle ne savait pas que les pertes de Spitfire avaient chuté. Les victoires britanniques avaient augmenté. La Luftwaffe était en train de perdre un avantage historique. Et que son idée, si petite, si simple, avait renversé une doctrine aérienne entière. Elle pensait seulement avoir apporté une amélioration utile. Ce n'était pas de la modestie. C'était sa nature. Le soir, elle rentrait chez elle à pied, dans une rue sombre de Coventry. Elle achetait du pain. Elle préparait du thé. Elle lisait un roman, assise près de sa fenêtre fissurée. Pendant ce temps, des milliers de pieds dans le ciel, des hommes vivaient grâce à elle. Elle n'en saurait rien avant longtemps. En octobre 1940, un rapport top secret arriva sur le bureau du ministère de l'Air. Il contenait une analyse froide, chirurgicale, mathématique. Les chiffres étaient stupéfiants. Le taux de survie des pilotes de Spitfire avait augmenté de 38%. La perte en combat due au calage moteur avait chuté de 92%. Le ratio de victoire contre Bf-109 était passé de 0,48 à 1,44. Les patrouilles pouvaient maintenant plonger et remonter avec agressivité. En bas de la page, une phrase ajoutée à la main par un analyste. La modification du carburateur semble être la cause principale. Cette phrase aurait dû apparaître dans les journaux, dans les discours, sur les monuments. Mais elle resta enfermée dans un dossier classifié. Un après-midi gris, alors qu'Evelyn analysait des données sur un tableau, un homme entra dans son atelier. Il n'était pas un ingénieur, pas un officier, pas un civil. C'était un pilote. Casque sous le bras, écharpe autour du cou, regard marqué par la fatigue et le ciel. Il demanda « Vous êtes Miss Evelyn Whitcomb ?» Elle se tourna, surprise. « Oui, c'est moi. Puis-je vous aider ?» Il sourit. Un sourire doux, sincère, presque triste. « Je voulais simplement vous dire merci. » Elle fronça les sourcils. « Merci? Pourquoi ?» Il s'approcha d'elle et posa sur sa table un petit bouton de manchette brisé. Il expliqua. « J'ai été attaqué par 209 hier. Ils ont piqué. J'ai piqué. Et mon moteur n'a pas calé. » Il la regarda droit dans les yeux. « Je suis ici, à cause de vous. » Evelyn sentit ses mains trembler légèrement. Elle n'avait jamais vu un pilote de près. Elle n'avait jamais entendu un merci aussi humain. Elle murmura. « Je ne sais pas quoi dire. » Il répondit. « Alors ne dites rien. Continuez simplement à faire ce que vous faites. Nous avons besoin de vous. » Il repartit. Evelyn resta longtemps immobile, le cœur lourd et fier. Le docteur Kent, qui avait autrefois ridiculisé sa rondelle, ne pouvait plus ignorer les résultats. Il commença à observer Evelyn différemment. Non plus comme une assistante, mais comme une force créatrice. Une inventrice intuitive. Une observatrice née. Un matin, il lui dit « Miss Whitcomb, j'aimerais que vous veniez assister aux réunions techniques avancées. » Elle écarquilla les yeux. « Moi? Mais je ne suis pas ingénieur. »« Peut-être pas. Mais vous voyez ce que nous ne voyons pas. Et dans une guerre, c'est plus précieux que n'importe quel diplôme. » Elle ne répondit pas. Mais son silence disait tout. Lorsque les généraux allemands réalisèrent que la RAF avait trouvé un moyen de neutraliser leur principal avantage, ils réagirent violemment. Les ordres furent immédiats. Augmenter la pression dans les moteurs. Changer les trajectoires d'attaque. Éviter les piquets longs. Privilégier les attaques verticales. Surprendre les Spitfire avant qu'ils ne plongent.
Mais rien n'y faisait. Les Britanniques s'adaptaient. Rapide, efficace, mortel. Et la rondelle Whitcomb devenait l'ombre silencieuse derrière chaque victoire. Une réunion confidentielle rassembla les hauts gradés. La question, fallait-il annoncer la découverte? Les arguments étaient féroces. Le monde doit savoir que cette femme a sauvé des centaines de vies. Et donner à l'Allemagne l'information exacte dont elle a besoin pour contrer notre avantage? Jamais. Nous ne pouvons pas effacer l'importance d'une femme dans cette guerre. Ce n'est pas une question d'ego. C'est une question de survie nationale. Finalement, la décision fut prise. Le secret resterait total. Le nom d'Evelyn ne figurerait dans aucun registre public. La modification serait intégrée comme évolution interne. Les pilotes ne sauraient même pas qui l'avait inventée. Elle resterait un fantôme. Un fantôme qui sauvait des hommes la guerre, comme la mer, garde rarement la trace des vagues qui l'ont changé. Les grands noms dominent les livres, Churchill, Dowding, Galland, Guerin. Mais les petites mains, celles qui ont tourné les vis, ajusté les valves, cousu les parachutes, dessiné les plans, ou inventé une rondelle de 50 centimes, disparaissent dans l'ombre. Et pourtant, ce sont souvent elles qui changent le monde. À la fin de l'année 1940, les statistiques étaient sans appel. Le Spitfire était passé de proie à prédateur. Les Allemands, autrefois confiants, se retrouvaient dépassés par des manœuvres qu'ils jugèrent impossibles. Leurs pilotes les plus expérimentés, habitués à dicter le rythme du combat, perdaient désormais l'initiative. Les Spitfire plongeaient, tournaient, surgissaient sous des angles vertigineux, remontaient comme si la gravité n'existait plus. Et personne, absolument personne en Allemagne, ne comprenait ce qui s'était passé. Là où autrefois la courbe des pertes britanniques formait une pente dramatique, elle se stabilisa, puis descendit, puis chuta. Des jeunes pilotes qui auraient été condamnés les mois précédents revenaient maintenant à leur base en riant, couverts de sueur, encore secoués par l'adrénaline de combats serrés, mais vivants. Vivants. Et un détail fascinait les analystes anglais. Les pilotes engagés dans des combats les plus éprouvants semblaient maintenant oser des manœuvres qu'ils n'avaient jamais tentées auparavant. Ils n'avaient plus peur de plonger. Plus peur de sortir du combat. Plus peur d'être victimes de la faiblesse de leur moteur. Les Spitfire avaient retrouvé leur liberté. Et un pilote qui n'a plus peur devient quelque chose que même les meilleures machines ne peuvent arrêter. Il devient une arme. L'histoire la plus frappante survint en décembre 1940. Le pilote John Jack Mallory, 19 ans, se battait contre 3 Messerschmitt lorsqu'il tenta, par pur instinct, une manœuvre suicidaire. Un piqué vertical de 1500 mètres pour échapper à une rafale ennemie. Avec l'ancien carburateur, le moteur aurait immédiatement calé. Le Spitfire aurait chuté comme un caillou. Mallory se serait écrasé en flammes sur la côte. Mais cette fois, le moteur hurla encore, et continua de hurler. Mallory remonta avec un dépassement d'énergie brutal, surprenant un D-109 qui ne s'attendait pas à un retour si rapide. Il abattit l'Allemand, puis évita le second, et le troisième. Il rentra à sa base tremblant, le visage couvert de larmes et de sueur, incapable de parler. Le commandant s'approcha de lui. « Mallory, que s'est-il passé là-haut » Mallory répondit d'une voix brisée. « J'aurais dû mourir. J'aurais dû mourir 100 fois. Mais le moteur ne m'a pas lâché. Il ne m'a pas lâché, monsieur. » Ce même jour, 5 autres pilotes rapportèrent ce même phénomène. La RAF nota une phrase dans son rapport interne. Le nouveau comportement du moteur en piqué donne au Spitfire un avantage tactique inédit et disproportionné. Mais nulle part, jamais, on ne mentionna le nom d'Evelyn. Pour Evelyn, la guerre n'avait pas changé. Elle faisait encore ses analyses, classait ses papiers, réparait des pièces, et évitait la plupart des regards. Mais Kent, son supérieur, avait changé. Il observait désormais Evelyn avec un mélange de respect profond, d'admiration silencieuse et de culpabilité. Il savait qu'il devait faire quelque chose de juste. Un soir, il frappa à la porte du ministère de l'Air. Dans ses mains, un dossier contenant ses notes d'atelier, les premiers croquis de la rondelle, des schémas annotés et la date exacte du test réussi. Il plaça le dossier sur le bureau d'un colonel.
Ce dossier doit être ajouté à l'historique officiel, dit-il. Le colonel leva les yeux, perplexe. Ce n'est pas possible, Kent. Vous savez qu'il s'agit d'une information sensible. Je m'en fiche. Cette femme a sauvé plus de pilotes que n'importe quel officier en uniforme. Son nom mérite d'être connu. Le colonel resta silencieux longtemps. Puis il répondit, d'une voix basse. Peut-être un jour, quand la guerre sera terminée. Kent serra les dents. Et si elle ne survit pas à cette guerre, hein? Et si elle meurt demain, à cause d'un bombardement? Le colonel détourna le regard. Il savait que Kent avait raison. Mais les ordres étaient clairs, aucune fuite. Aucune signature. Aucune mention. Le dossier fut refermé. Et rangé. Mais pas détruit. La guerre ne pardonne jamais aux innocents. Et elle ne laisse jamais tranquilles ceux qui portent une lumière en eux. Dans la nuit du 14 novembre 1940, la Luftwaffe lança l'opération Moonlight Sonata, une attaque massive pour raser Coventry et briser le moral industriel britannique. Les sirènes hurlèrent. Les flammes illuminèrent la ville. Les usines explosèrent une à une. Et Evelyn, comme beaucoup de travailleurs civils, se retrouva prise au piège. Elle courut dans les rues en flammes. Les murs s'effondraient. Les vitres éclataient. Des bombes incendiaires pleuvaient. Elle trébucha, se releva, courut encore. Elle n'était pas une soldate. Elle n'était pas préparée à ça. Puis un souffle d'explosion la projeta contre une façade. Elle tomba, inconsciente, au milieu de la rue. Le monde autour d'elle devint rouge, puis noir. Mais elle n'était pas morte. Un groupe de sauveteurs la retrouva à l'aube, étendue sous un amas de briques. Elle avait des côtes fêlées, un bras fracturé, des brûlures légères. Mais elle vivait. Elle vivait, alors que des milliers d'innocents ne se réveilleraient jamais. Quand Kent apprit la nouvelle, il se précipita à l'hôpital. Il la trouva dans un lit, pâle, hagarde, mais éveillée. Elle tenta de sourire. « J'ai survécu. Comme nos pilotes. » Une larme coula sur la joue de Kent. « Grâce à toi. » En 1941, un document interne jamais publié fut rédigé. Il était intitulé « Rapport sur l'amélioration critique du carburateur SU type Merlin III, contribution Whitcomb ». On y lisait ***, la contribution de Mademoiselle Whitcomb constitue l'innovation technique la plus décisive pour la performance tactique du Spitfire depuis sa création. Sans cette modification, les pertes de pilotes auraient été considérablement supérieures. Estimation basée sur les engagements de 1940. 2100 vies sauvées, plage estimée minimale, 1800-2100. Recommandations, reconnaissance future post-conflit. ***. Ce rapport resta secret pendant 76 ans. Quand la paix fut enfin signée, l'Angleterre célébra ses pilotes, ses généraux, ses industriels, ses premiers ministres. Mais jamais personne ne parla d'Evelyn Whitcomb. Elle retourna à une vie simple. Elle travailla dans une petite entreprise d'équipement mécanique. Elle se maria brièvement, divorça, vieillit seule, sans jamais mentionner ce qu'elle avait accompli. Elle mourut en 1972, sans médaille, sans article, sans reconnaissance. Une tombe modeste, une pierre simple, aucune inscription héroïque. Juste, Evelyn Whitcomb 1912-1972, She Did Her Work. Personne ne comprit ce que signifiaient ces mots. Personne, sauf Kent qui avait payé la pierre. En 2016, le rapport sur la modification Whitcomb fut déclassifié par les archives britanniques. Il fit l'effet d'un séisme silencieux parmi les historiens. Les mots « rondelle métallique » et « 50 centimes » firent sourire certains, jusqu'à ce qu'ils lisent tout. Puis le silence s'installa. Un historien du Royal Air Force Museum déclara « Cette femme a eu un impact sur la bataille d'Angleterre comparable à celui de certains commandants de groupe. C'est un cas unique d'innovation oubliée. » La presse en parla timidement. Quelques documentaires y firent référence. Mais son nom ne devint jamais célèbre. Et pourtant, ceux qui connaissent l'histoire savent. Ils savent que derrière chaque victoire engrangée par un Spitfire, il y avait une rondelle. Derrière chaque pilote rentré vivant,
il y avait une main invisible. Derrière chaque Messerschmitt tombé du ciel, il y avait une femme inconnue. Ils savent que la bataille fut gagnée par une idée. Une idée trop simple pour être vue. Trop humble pour être célébrée. Trop essentielle pour être oubliée. Aujourd'hui, lorsque les visiteurs du musée de Duxford contemplent un Spitfire restauré, ils admirent ses ailes élégantes, son moteur rugissant, son cockpit étroit. Mais ils ne voient pas la petite plaque métallique, dissimulée dans le carburateur, où une rondelle de 50 centimes régule toujours le flux. Ils ne voient pas la femme qui a transformé la machine. Ils ne voient pas la guerre qu'elle a changée. Ils ne voient pas les vies qu'elle a sauvées. Mais le Spitfire, lui, se souvient. Chaque fois que son moteur rugit sans s'étouffer dans un piquet. Chaque fois que ses roues touchent le sol après un vol dangereux. Chaque fois qu'il traverse le ciel avec la grâce d'un oiseau libre. Il se souvient. Il porte encore en lui la signature invisible d'Evelyn Whitcomb. La femme qui ne voulait rien d'autre que comprendre comment une machine fonctionnait. Et qui, ce faisant, sauva un pays. Sauva des milliers de vies. Et changea le cours de l'histoire. Non pas avec une arme. Non pas avec un discours. Mais avec une rondelle. Une rondelle de 50 centimes.